Donc on va discuter, si vous voulez bien, de différents cas cliniques. Premier cas, une patiente que j'ai vue il y a un petit peu moins d'un an, pour un deuxième avis. Elle se plaint des deux genoux, mais surtout du genou droit. C'est une femme jeune, un peu forte, qui est femme de ménage, mais qui est en invalidité à cause de ses genoux. Elle avait eu une prothèse de genou à gauche en 2017 et à droite, genou qui la gêne le plus, en 2019, pour une arthrose fémorotibiale interne évoluée, malgré son jeune âge, en échec de traitement médical. Elle n'a jamais été bien, elle est actuellement très déçue, et toutes les séances de rééducation jusqu'alors n'ont rien apporté. Sa plainte principale, c'est une douleur antérieure, avec épanchement articulaire, et des difficultés dans les escaliers, par douleur et par appréhension. À l'examen clinique, elle a une excellente mobilité, un verrouillage parfait, et le bilan radiographique, à part une petite bascule médiale, n'est a priori pas bien inquiétant. Alors, question, est-ce que vous demandez des examens complémentaires, j'imagine? Lesquels? Johan, we start with you. First in a row. We show you again the case. Well, the first one is that probably there are multiple reasons for this pain. I fully agree with Michael that he said that probably the patella is the symptom, but not the cause. So, first of all, this anterior knee pain, we have to understand that probably is not only for patella, but for other reasons. So, yes, I think we have to make a lot of studies more in order to understand if stability is okay, if implant position is in the right way. And probably we have to understand that it's not only femur or tibia, but the patellar implant. I mean, it is not always the patellar position, but the implant position in proximal, distal, medial, lateral, and trying to control everything. So I'm going to try to get some CT scan, of course, X-rays, forced X-rays, and a SPECT CT scan. Yeah. On est bien d'accord. Alors moi je l'ai vue, elle avait déjà eu un scanner, une scintigraphie osseuse couplée au scanner, qui montrait uniquement une hyperfixation modérée rotulienne sur rotule resurfacée au niveau des deux genoux. Alors j'ai pas facilement à disposition des clichés en stress, mais l'examen clinique est assez parlant, je trouve. Donc elle a une importante laxité, interne et externe, en extension et en flexion, symétrique. À partir de là, qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge? Traitement plutôt médical, vous partez d'emblée sur une option chirurgicale, laquelle? Est-ce que vous demandez des examens complémentaires? Well, probably one of the first options that we have to do, and probably I didn't say it before, is fluid aspiration. We have to, of course, having a clear opinion of if this is infected or not. But of course, if we have instability in this implant, in this knee, probably we have not a great position in our femur and tibia. So I am not going to go for a partial revision of the patella. I'm going to hope for a total knee revision. Absolutely. Okay. Knowing if we have an infection or not in order to have the proper surgery. So let's say you have no infection. Would you again? Would you revise and you feel okay? It's instability. Would you still revise the patellar button or not? Yeah, I think so, because probably the asymmetry in the cut is really a problem, and probably this patella is not in the place that it has to be. I think patella, it has to be probably the best solution, not the best, but the better solution is to go down in the inferior part, in the medial part, but trying to understand that probably we have another factors as the position of trochlea, and this is going to be really difficult, and we have to balance decisions, because when we change our femoral position,
we are going to change our tracheal position. I mean, if we want to stabilize our implant in flexion extension gap, we're going to change the orientation of trochlea. So we have to balance our decision because we are in front of standardized implants. We have not custom implants. So we have to decide really what to do and what is the mid opinion or mid decision in order to achieve both stability and proper alignment and position. And would you change the constraint of the prosthesis due to the laxity? Yeah, I changed the position of the implants of femur and tibia, yeah. And the constraint of the prosthesis? Sorry? The constraint of the prosthesis too? Depending on if with my cuts I'm gonna change this stability, but probably yes, because the bone loss is gonna have probably I have to put stems and I'm gonna go for a semi-constraint totally, yeah. Axel, tu aurais le même raisonnement? J'aurais à peu près le même raisonnement. On est face à une patiente qui est jeune, qui a des douleurs antérieures, une symptomatologie plutôt de douleurs patellaires, mais on a vraiment l'impression que c'est plutôt une conséquence de cette instabilité en midflexion. Donc sur le bilan préopératoire, je ferai la même chose ce qui a été dit auparavant, et notamment faire un bilan biologique et une ponction pour éliminer une infection de principe. Et j'aurais plutôt tendance à proposer chez cette patiente un changement de la prothèse en augmentant la contrainte pour vraiment stabiliser le genou. Et en paire opératoire adapté, je pense, j'adapterai le geste sur la patella en fonction des constatations paire opératoires, si l'implant est vraiment pas décelé. Si on a une analyse paire opératoire du bon positionnement de l'implant, je serais plutôt conservateur sur l'implant patellaire. Par contre, en revanche, si on voit qu'il y a évidemment un décèlement ou que l'implant est mal positionné et que l'épaisseur de la rotule permet de refaire un ressurfaçage, je le ferai en même temps que le changement de la prothèse. Rémi? Oui, alors moi j'aurais tendance à être un petit peu moins agressif parce que je trouve quand même que cette prothèse elle n'est pas si mal posée, elle est bien fixée, cette femme est jeune, on a une instabilité en flexion et en extension, je pense qu'on pourrait, avant de s'exciter de changer la prothèse, peut-être juste augmenter l'épaisseur du polyéthylène, de voir ce que ça donne, au moins en paire opératoire, de voir si on arrive à résoudre ce problème d'instabilité, parce que probablement qu'on n'a pas la vidéo à la marche, mais elle doit décoapter à la marche, elle doit avoir une marche qui n'est pas physiologique, cette dame. Mais je trouve que c'est quand même très lourd, sauf si bien entendu le scanner met en évidence une énorme rotation interne du carter fémoral, mais ce qui ne semble pas être le cas. J'aurais tendance à être un peu moins agressif. Il y a un problème de diagnostic, en fait. Oui, moi, voilà, j'ai pas de diagnostic sur cette patiente. Alors, on voit la laxité en pérope, là, mais c'est quand même pas super démonstratif. On sait pas bien ce qui se passe en antéro-postérieur non plus. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a une laxité antéro-postérieure aussi associée. Et sur le plan diagnostic, moi, j'ai pas de diagnostic, donc j'ai pas d'implication thérapeutique pour l'instant. Oui, parce qu'il n'y a pas une laxité. Enfin, il y a des patients qui ont des laxités comme ça qui vont très bien quand même. Hein. Donc reprendre d'emblée comme ça, moi je trouve que c'est un peu... Hein? Elle est très déçue du résultat et elle est pas bien. Après, tu as raison. C'est un débat à ouvrir. Est-ce qu'on laisse des laxités comme ça chez des gens plutôt âgés ou chez des gens jeunes très, très toniques? C'est un débat. Mais en tout cas, le diagnostic, la cause étiologique est hyper compliquée à trouver. Je suis d'accord avec toi, David. C'est probablement multifactoriel, mais après, qu'est-ce qu'on propose à cette patiente, quoi? Monsieur Néret, peut-être, vous avez une idée? Non, je n'ai pas d'idée sûre, mais quand des patients ont des douleurs comme ça après prothèse, il y a plusieurs éléments qui guident. D'abord, s'il y a eu une période de lune de miel après la prothèse ou pas, ce qui permet d'orienter les diagnostics et les examens, blood test, le CT scan et surtout les radios en stress. Les radios en stress, il l'a bien dit Michael Hirschman aujourd'hui, mais je trouve des fois il y a une différence entre l'impression clinique qu'on a et quand on regarde la radio, on devient à ce moment-là inquiet parce qu'on réalise que
il y a beaucoup de laxité, beaucoup plus que ce qu'on pense. Et Michel dit qu'il y a beaucoup de patients qui ont des laxités comme ça. Je suis sûr, Michel, que tu n'as pas beaucoup de patients avec des laxités comme ça. En tout cas, je l'espère. C'est quand même, tu as vu, c'est quand même important. Hein. Donc, il y a une grosse laxité. Et ensuite, l'enjeu, pour moi, ça va être surtout la contrainte de la prothèse. Parce que si on devait changer quelque chose, il faut absolument pas modifier la hauteur d'interligne qui va se répercuter automatiquement sur la rotule. Donc, c'est surtout là que ça va se jouer. Pendant beaucoup de temps, on a augmenté l'épaisseur du polyéthylène. Et moi, j'ai entendu beaucoup de chirurgiens aux États-Unis, Lawrence Dor et tout ça, qui ont dit pendant beaucoup d'années que la hauteur de l'interligne articulaire dans les révisions de prothèses n'avait pas d'importance. Et ça, je pense que ça a beaucoup changé maintenant. C'est quelque chose de capital. Donc, si on doit considérer une reprise, faire très attention à la hauteur. Matt, one question. Do you think, like Michael said, that midflexion instability or, can create severe pain just on the patella and can justify a revision to control this instability or not? Yeah, I mean, I think this is the toughest case because it's not obvious. I would tread very lightly in this young patient who has multiple things going on. I say, like everybody said, CT scan, I want to see if the components are internally rotated. I'm most concerned and appreciate the instability on examination. And while it appears to me global instability, and you might be able to do a polyethylene upsize because it's global in nature, I caution that because I think she'll have the same problem. So I would be ready to go to a full revision. I would not jump in and revise the patellar component. I would evaluate the patellar component after the revision. If it looked great, I would leave it. If it's loose, then I would re-resurface it and take care of that. I would use a smaller patellar button. I would go medial, I would go superior, I would equalize the 4 quadrants, but that would be secondary to me. First would be the focus on the instability. And as mentioned with the joint line, I think a lot of us have migrated back to caring about the joint line as opposed to totally ignoring it, as some had proposed, but it's a balance. The joint line is secondary for me to getting a stable knee in flexion and extension throughout the arc of motion on the medial and lateral sides. Pour qu'on ait le temps de discuter d'autres cas, Elvire, on te demandera sur d'autres cas. En pratique, je l'ai opéré il y a 4 ou 6 mois, avec un changement, pour une reprise par prothèse semi-contrainte, en changeant le bouton rotulien qui n'était pas vraiment décellé, mais qui a été très facile à enlever. Actuellement, elle va bien. Elle va se faire opérer de l'autre côté parce qu'elle a la même symptomatologie et qu'elle est très satisfaite du côté opéré. Alors, la question qui se pose encore, c'est est-ce que le problème était rotulien, un décèlement ou une instabilité en midflexion douloureuse? Les deux. Le débat reste ouvert. Donc, a priori, ça s'est bien passé. Plutôt pas trop mal. Jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que les radios en stress, c'est utile pour objectiver les choses. Et si jamais on a un problème derrière, justifier la reprise n'est pas simple, je pense. Mais bon, quand ça se passe bien, c'est toujours plus facile. Alors, on va continuer, on va monter un peu le suivant. Ok. Donc un patient de 68 ans, genou droit, il a eu une prothèse de genou il y a 4 ans. Et on ne sait pas trop exactement pourquoi, mais il s'est luxé la rotule dans les suites et ça a été traité magnifiquement par le mépris, donc pas de prise en charge spécifique. Et donc quand on le voit arriver en consultation, globalement quand il marche en extension, il n'y a pas de problème de rotation particulier, il a des amplitudes articulaires qui sont complètes, mais il est instable. Il est instable dès qu'il est en terrain irrégulier. Les escaliers, c'est vraiment difficile. Il n'a pas de douleur, il n'a pas de laxité frontale. Et dès qu'il plie, sa rotule se luxe. Et voilà la radio, quand on le voit arriver. Alors Elvire, tu connais peut-être ou pas sûr, mais est-ce que fais comme si tu ne le connaissais pas et comment est-ce que première analyse comme ça et stratégie Je sais plus, c'est un patient que j'ai vu, je sais plus, c'est un ou toi ou à moi. Et
Je n'arrive pas à Je sais voir. pas si elle a été mise en cinématique ou pas, hein, ça je peux pas te dire. En gros, en résumé, quand on a un patient comme ça, la première chose que je fais, c'est en effet, je regardais de voir comment il marche. Il se plaint de douleur, d'instabilité des deux. Instabilité. Ouais, il se plaint pas de douleur avec son valgus résiduel. Non, c'est pour ça qu'il a tenu 4 ans, puisque finalement il avait pas mal, mais là c'est pas possible, quoi. Bien entendu, de récupérer le compte rendu opératoire, bien évidemment, il va falloir le réopérer, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de scanner, du coup, pour voir le trouble de rotation du tout ou pas? T'as un scan ou... Donc un scan pour la rotation. Une scintille comme, Alors là, sincèrement, j'aime bien les Spexcity, mais c'est vrai que là, je pense que le Spexcity est pas forcément utile. Souvent, c'est vrai que moi, je vends souvent des Spexcity parce que j'ai le scanner associé, donc ça me permet aussi d'avoir, voilà. L'IRM, je pense, il verrouille, hein, il a une extension active, il n'y a pas besoin de vérifier l'appareil extenseur. il n'a pas de déficit à par extenseur. Voilà, donc je ne ferai pas d'IRM. Et il n'a pas de douleur, donc je ne recherche pas un problème infectieux. Là, c'est un problème purement mécanique, donc je ne vois pas pourquoi je recherche pas un problème infectieux. Enfin, je lui demanderais, mais a priori, s'il n'a jamais chauffé quoi que ce soit, Okay. pas de... peut-être une CRP, un biologique habituel, mais sinon, voilà. Ou rechercher un trouble de rotation pour savoir s'il faut vraiment changer toute la prothèse pour corriger sans doute quand même le valgus, que le valgus résiduel, c'est quand même pas très très bon pour le femoral tracking et le trouble de rotation. Pour pouvoir savoir si on peut, en changeant la prothèse, restaurer le tracking fémopatellaire ou si un MPFL suffirait, mais je suis pas sûre que là, un MPFL ça suffirait. Je penserais sans doute changer la prothèse, mais il faudrait avoir les résultats du scanner pour voir s'il y a un trouble de rotation ou pas. Ouais. Mais je pense qu'on changerait de la prothèse que le valgus résiduel avec sans doute quand même un défaut de positionnement. Alors on a fait le scanner, pas de problème de rotation, Ok. pas d'oversize, pas de décèlement, défaut de positionnement. à part les 4 degrés de valgus résiduel. Non. On n'a pas les radios pré-op, je sais pas s'il était en valgus avant, Ouais. une voie médiale. Il y a dans 6 degrés, il est ouais. 4 degrés de valgus, 4 degrees. 6 dans le fémur, et 2 dans le tibia. Comme C'est ça, 4 degrés de valgus global. Ouais. C'est pas horrible. Donc, on peut se poser la même question, Et est-ce qu'il faut changer l'implant pour 4 Oui, degrés c'est de ça, valgus parce que résiduel? la rotule elle était resurfacée. Enfin, j'arrive pas bien à voir. Rotule pas resurfacée. No resurfacing. D'accord. Est-ce que c'est un vrai valgus ou c'est un espèce de valgus dynamique? On a que ça j'ai que ça comme radio à vous montrer. Faut faire avec. Si on peut ajouter sur l'analyse radiographique, l'index de la patella, il a une rotule basse, il a une luxation permanente de la rotule, donc il faut se mettre dans la position de quelqu'un qui n'a pas de prothèse. Donc c'est un système extenseur court, accentué par un valgus bien d'accord. Évidemment, le scanner c'est important pour éliminer ces troubles de rotation et un fémur trop gros. Mais pour moi, c'est un système extenseur court, et c'est ça la cause de. Je crois pas que la rotule, t'as l'impression que c'est la rotule basse parce qu'elle est luxée et que du coup ta hauteur rotulienne elle est quand même pas tout à fait. Non, oui, enfin elle est luxée, mais quand même, si tu la projettes sur le sagittal, cette rotule, elle est basse, elle est à 0,2 ou 3. Ça fait 4 ans qu'il est luxé et ça s'est probablement rétracté, hein, c'est possible. Enfin, ça a l'air d'être le cas. En voyant comme ça, je discuterais de resurfacer la rotule et en faisant un geste sans doute interne de stabilisation. Après, il faut voir la voie d'abord qu'il a eue, etc. Parce qu'après, on peut discuter aussi la voie d'abord, etc. par rapport à la... A priori, une voie luxation, transquad médiale. Quelle option? Sébastien, je reviens juste. Je suis assez d'accord avec Alban. Je me pose quand même la question de ce gros valgus annoncé là. Parce que... Gros valgus, quand, tu disais? Ouais. Parce que vous annoncez un valgus à 6 degrés. Quand on regarde le positionnement des implants, on a quand même l'impression que on a plutôt un gros varus tibial, probablement un peu de valgus dans le fémur, ça a été posé, mais de là avoir un 6 degrés de valgus résiduel. Non, 4 degrés, 184, 4 degrés. Ah oui,
c'est 4 degrés. Et valgus 6, c'est dans le fémur. Mais c'est 4 degrés de valgus global. D'accord, c'est pas 6 degrés de... Non, c'est 6, c'est le valgus fémoral. Effectivement, ça prête à confusion. Le problème principal, c'est une luxation permanente de la rotule après une prothèse de genou. Les options, on en a cité quelques-unes. Est-ce que, justement, un geste stabilisateur partimol pur va suffire? Lequel? Est-ce qu'il faut rajouter une ostéotomie de la tubérosité? Est-ce qu'il faut resurfacer la rotule ou pas? Ou faire une patelloplastie comme nous a montré Victor? Est-ce qu'il faut changer cette prothèse qui fait pas mal? Ça fait 4 ans qu'il est comme ça, il se plaint d'instabilité dans les escaliers et en terrain irrégulier. Et si oui, comment est-ce qu'on fait sur le plan pratique? Mais c'est surtout sur la stratégie. Matt, you have other idea? Yeah, so I would not get a CT scan here. So regardless of what the CT scan shows, the patient has a dislocated patella. So no matter what, it's not enough rotation. So for me, I would say, even if the rotation was perfect in traditional numbers, it's not enough for this patient. So I would favor revision of both femoral and tibial components, in addition to the fact that the femoral component was slightly posterior, there was an osteophyte, the slope on the tibia. I would increase my rotation of both femoral and tibial components. I would complete a formal lateral release without a tourniquet, make sure the patella remains vascularized. I would resurface the patella, medial, superior, smaller, and then I would do a Marlex mesh, but just proximal. So I do lateral release on this. I've got 24 patients like this now, and I do the Marlex mesh just on the top with the lateralis and the medialis over it, just to hold it over in place. And I'll actually immobilize the patient for 6 weeks, and then I let them do gentle range of motion. But I would revise everything and do the Marlex, not distal, just proximally, to hold it over for a reefing. Thank you. Philippe? Philippe, autre option? No. I'm very interesting because I would not think about this, so it's very stimulating for me. I would do an approach where I can release like a mini Judet, the lateral aspect of the vastus lateralis, and then I would perform an osteotomy of the ATT, because I do not think that in knee replacement, when there is patellar instability, just the gesture on the soft tissue is enough. And I would proximalize and medialize the ATT, and I would do a reefing of, not a reefing, a reconstruction of the MPFL with quadriceps. I would perform a lateral facetectomy, and for this patient too. And the fact to resurface or not is not so important, but I like the idea that you said that you observed this during surgery. I'm not sure I would change the femoral and tibial component, so I would do like this. Elvire? Just want to ask you a question, because I do a lot of MPFL on native and or on Totonia sometimes. Did you try the mesh, synthetic mesh, to do MPFL? Yes. Is it working? Yes, it works very well. I think it creates so why did you not propose that? Oh, well, I would do the mesh here. Yeah, but for just MPFL, you didn't say Not you will. just for MPFL. But why not here? Yeah, you could It's do going it to be just so easy. because I already have it open. I would revise everything. You're right. It would be easier just to do the mesh with the MPFL. It's an option. But for me, I feel that when the patella is this far, not subluxed, dislocated, that it does need some work on the femoral and tibial sides rotation, and that's why. C'est vrai qu'on a parlé de la rotation fémorale, mais il ne faut pas oublier que si vous avez une rotation interne tibiale excessive, ça va vous donner une luxation rotulienne quasi immédiate aussi. Ça, essayez, vous verrez, ça marche très bien. Le raisonnement, je pense qu'on a vu tous les éléments et un peu les options. On est tous d'accord que la rotule est luxée de façon permanente. D'une façon ou d'une autre, l'appareil extenseur est parti. Je partage l'avis de David qu'il est devenu court, au moins sur le plan fonctionnel. Et on est tout à fait d'accord dans l'analyse qu'il va falloir faire quelque chose pour maintenir
la rotule en place. Je pense que Roger est très content d'avoir entendu qu'on pouvait utiliser une greffe synthétique. You know, Matt, we have a very good friend here, the next president of the French Orthopedic Society. He keeps arguing for, you know, this kind of construct for MPFL. So I think he loves you now. Et alors voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a considéré effectivement qu'il fallait faire un geste sur la tubérosité tibiale. On l'a pas ascensionné tant que ça, on l'a surtout médialisé. Dans mon expérience, quand il y a une luxation permanente, si on fait pas de geste de médialisation de la tubérosité tibiale, ça marche quand même pas suffisamment. On a fait le MPFL au quadriceps, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais probablement qu'avec un MPFL aux ischios, ça aurait marché aussi bien. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Et on a resurfacé la rotule parce qu'elle avait pris la forme du condyle, et si je pense que sans la resurfacer, ça aurait pas fonctionné. Et on a fait une facétectomie également associée, comme l'avait souligné Philippe. Donc voilà un peu l'option qu'on avait prise, avec un résultat, vous voyez, qui est plutôt satisfaisant et qui a consolidé vite. Et voilà, c'est la technique qu'on a décrite. Ouais. Faire une petite remarque sur ce que tu dis, si les hamstrings, ça marche aussi bien. Je pense que quand on fait de la chirurgie du sport pour les instabilités de la rotule, faut faire très attention de ne pas avoir trop de contraintes sur le compartiment interne fémoro-patellaire. À l'opposé, quand on est dans le cadre des prothèses totales du genou, surtout si on resurface la rotule, il ne faut pas hésiter à faire un peu trop. Et je crois que dans ce cas-là, effectivement, d'utiliser le mesh graft pour reconstruire le MPFL, c'est peut-être une option. J'ai jamais essayé, mais c'est peut-être une bonne idée. Mais en tout cas, d'utiliser un tendon quadricipital ou une partie de façon plus épaisse que pour une chirurgie traditionnelle, je pense que c'est jamais un vrai problème. Au contraire de la chirurgie du sport. Et parce que c'est resurfacé, il ne faut pas avoir peur de faire trop. Même si on médialise de façon excessive, c'est pas non plus un drame. Donc il vaut mieux jouer la sécurité parce qu'on a vraiment peur que ça se luxe à nouveau. Sorry, let me ask you something. Sure. We know what is the reason why this patella was dislocated. So we performed something, but probably the problem is that we don't know what is the real I have some cause. ideas. You know, we in France and sometimes in Europe, we're crazy with thromboprophylaxis, you know, anticoagulation too much compared to our friends in the States or, you know, in Scandinavia. And so they get huge hematoma sometimes and it reopens the medial approach. Then they dislocate. I can tell you, we saw that and you have everything normal, but because of the huge hematoma, then the patella dislocates. And then it remains like this because sometimes the patient, they don't complain. So they you know, they have not so much pain. And sometimes you see them coming after a couple of weeks, months. This case is, you know, 4 years, so it's long. And then you have no real problem, you know, mechanical issue. But that's, I think the thromboprophylaxis we are doing in Europe is way too much. Could be one reason for that. That's my explanation. It's an easy one because it's not me, it's not the surgeon, it's the anesthetist. And you have good friends anesthetists, so you know it's... Ok, Alban. On va vous présenter un autre cas, si vous êtes d'accord, cas d'expert pour avoir une conduite à tenir à la fin. Ce patient, un homme de 81 ans en très bonne santé, pas en obésité, qui vient pour une arthrose fémoro-tibiale interne évoluée. Alors l'indication a priori fait pas beaucoup de débat. On peut peut-être se poser la question du type de contrainte sur la prothèse de la voie d'abord, du resurfaçage ou non. C'est un petit peu moins le débat pour l'instant, on va passer là-dessus. En pratique, il a eu une prothèse antéro-postéro-stabilisée avec plateau tibial fixe, un ancillaire conventionnel, une voie mid-vastus avec un resurfaçage rotulien et pas de section du rétinaculum latéral. À 2 mois post-opératoire, il va franchement bien. Les radios, a priori, rien de bien inquiétant, notamment sur la vue axiale, une rotule qui est bien épaisse. Ce patient, il rappelle à 10 mois post-opératoire un peu en urgence pour une douleur brutale en se relevant d'une position à genoux. Alors à l'examen clinique, il a une extension active qui est complète, une bonne force, un bon verrouillage. Et vous voyez le bilan radiographique ici. Qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge à ce moment-là? Matt, please. Yeah, this is a problem. It looks like the patella is dislodged. The real question is there necrosis, which I'm concerned about, of the remaining bone quality there?
the implants look like they're in good position, I would do the standard workup, ESR, CRP, joint aspiration to make sure. And then after that, I would plan on a revision. I likely would not get a CT scan because the merchant view looks good, the prior merchant view looks good, and I'd be ready for really a couple of options. If there's avascular necrosis, it would change my whole plan. If there's not patellar necrosis, with the amount of bone, I would do a standard re-resurfacing versus a biconvex patella. If there was dead bone, then I would do a resection arthroplasty. I would not put something back in if it was dead bone. I would just take out the patellar button there. And then you have to be ready to evaluate the extensor mechanism. You said he has active extensor mechanism, but that might not be the case by the time you get there. So I'm ready for anything on the extensor mechanism as well. Okay, thank you. David? Moi je vais rester simple, j'ai dit que c'était un décèlement du bouton rotulien. La rotule est très très blanche, alors je pense que c'est une nécrose de la rotule, hein, comme on l'a appris. Et je trouve que cette rotule, déjà en post-opératoire, je la trouvais très large. Je l'aurais personnellement un peu patelectomisée médiale latérale, certainement. Donc, mon option est simple, j'enlève ce bouton de polyéthylène et je fais une patelloplastie et je ne resurface pas la rotule. Ok. Elvire? Eh ben, exactement la même chose. Tac. Rémi? Moi, j'aurais tendance à changer le bouton, mais à en remettre un. En pardon? En remettre un? Ok. Axel? C'est un patient qui est assez âgé, donc je serais plutôt simple aussi dans les gestes. À mon avis, je ferais juste une résection, j'enlèverais juste le bouton rotulien qui peut gêner le patient, qui fait comme un corps étranger intra-articulaire par un mini-abord, et je ferais ça simplement en première intention. Et si jamais le patient n'est pas vraiment satisfait, je me reposerai la question de faire un geste complémentaire secondairement en fonction de l'évolution du patient, d'une réévaluation par d'autres examens secondairement. Ok. Johan? Probably for the age of the patient, I'm going to take it out, the bottom, and nothing else, because it's 81 years old, I think, and probably the huge pain is because of this loosening. And I think I would do anything else, for sure. Ok, merci. En pratique, dans l'immédiat, moi je l'ai immobilisé pendant un petit mois parce qu'il avait une grosse hémarthrose avec un appui complet autorisé. Je l'ai revu un mois plus tard, alors il conservait des douleurs antérieures, il avait récupéré une mobilité impeccable avec une extension active parfaite, mais à l'examen, on sentait vraiment le bouton rotulien qui était derrière le tendon rotulien et qui lui faisait mal. Donc à partir de là, je l'ai opéré un peu rapidement. Avec une reprise de la voie médiale toute petite, juste enlever le bouton rotulien, une attelle 3 semaines avec un appui complet. 2 mois après, il avait très bien récupéré, toujours heureusement une extension active impeccable, mais il conserve des douleurs à la descente des escaliers pour se relever, et sur le bilan radiologique, il est comme ça avec une fracture sagittale de la patella qui semble bien nécrosée, je vous le confirme. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une fracture de la patella, il s'est fait lui-même une bonne patelloplastie, donc il s'est bien traité lui-même. C'est un bon patient. Tu t'as dit, mais pourquoi tu me l'as pas fait tout de suite? Monsieur Néret, vous faites comment à partir de là s'il continue à se plaindre? Non, je pense que c'est une nécrose de la rotule et que voilà, il a cassé une autre fois, il va peut-être recasser une 3e fois. Faut rester minimaliste maintenant. Et j'aurais fait une facétectomie externe aussi. Je suis assez généreux sur la facétectomie externe dans les prothèses de genoux. Je l'aurais faite et puis voilà. Maintenant, malheureusement, la situation est acceptable pour quelqu'un peut-être de 81 ans qui n'est pas hyperactif. Là, vous lui enlèveriez le morceau qui est justement la petite facette externe qui est presque mobile et potentiellement douloureuse, ou on touche pas du tout?
Il est vraiment gêné ou il est pas gêné? Bah, il se plaint de pas pouvoir aller correctement à la chasse et quand il se relève d'une position assise, mais au quotidien, il est pas tant que gêné que ça. Parce que il faut enlever ce petit morceau si la gêne motive la chirurgie, sinon on touche pas. Hein. C'est comme une patella bipartita aussi. Personne se pose la question dans ce contexte de verrouillage actif d'une allogreffe de système extenseur? Yeah, question for Mathieu about this. You know, there's no extension lag, but it's painful, and you have this, you know, small chips of bone necrotic. Would you consider, you know, removing it and doing a mesh, or it doesn't make sense? What do you think? Yeah, there's a potential, but what I would do is I would remove it, and then I would actually do the patellar bone grafting without any bone in there. So I give him a pouch there, recreate it to try to keep some of the power of the extensor mechanism in there. So that's what I've done is I've made that pouch, I've filled it with their own soft tissue that's viable there. It feels like a kneecap to them, do the fascicectomy. The real question is, do you do a partial or a full patellectomy? I think I would do a partial, just the lateral side, fill it with soft tissue, and move on. Yeah, Alban, tu prends le conseil. Because you don't have solution because the patient is still coming to see Alban every week, you know, so that's why he really wanted to show you. We'll send him to you. Le dernier, the last one. So this one is also interesting. Il a 69 ans, il est actif, il a eu une prothèse de genou il y a quelques années, ça s'est pas très bien passé. Et du coup, il a eu un MPFL et une médialisation de la tubérosité tibiale 1 an après. Honnêtement, ça n'a jamais été bien. On pouvait s'y attendre. Vous voyez un peu la radio. Quand il marche, il est en valgus. Et vous voyez qu'il décoapte. Il est instable. Il a mal. Il est gêné dans les escaliers. Il a une canne plus une attelle. Il plie à 100 degrés. Il a un déficit d'extension de 80 degrés. Et quand on l'examine, c'est franchement laxe. Alors, question pour Rémi. Voilà la situation. Comment est-ce que tu considères ce patient qui, je pense que comme moi, j'en suis même certain, tes amis de la périphérie t'envoient pour prise en charge parce que comment est-ce que tu considères? Est-ce que tu as besoin d'examen? Est-ce que tu fais un scanner, des radios en stress, une IRM, une scintille? Une locoscan, bon, des grands clichés, je pense que ça peut être intéressant. Oui, alors je ferais bien une scintigraphie quand même pour confirmer la bonne fixation des implants. On pourrait aussi faire des grands axes pour l'axe, parce que tu nous as dit qu'il était en valgus. Ouais, quand tu le vois debout, là, il est... Voilà, il y a une bonne résection fémorale latérale, on voit bien au niveau du fémur, donc il y a probablement un peu de valgus. Après, la question qui se pose, c'est de savoir la reconstruction de l'appareil extenseur, c'est essentiellement ça. Donc, si on envisage une reconstruction de l'appareil extenseur, ce qui semble être le cas, parce qu'il est relativement jeune, tu avais l'air de dire. 68 ans actif, oui. 68 ans actif, donc il va falloir partir, on voit que c'est tout fragmenté, que la TTA est remontée, elle a été tout arrachée. Il va falloir repartir sur une reconstruction de l'appareil extenseur, soit sur une allogreffe, soit sur un dédoublement du TQ, comme faisait Bernard Moyen, ou sinon sur la technique de maths, quoi. Mais on n'aura pas bien le choix. Après, la question subsidiaire, c'est de savoir s'il faut aussi changer les implants du fémur et du tibia, mais ce qui serait plus facile, je pense, si on veut envisager une fixation au niveau du tibia pour l'allogreffe. Ok. Johan, do you think that the extensor mechanism lag is explaining also the frontal laxity and instability, or do we have to, like Remy said, to consider revising also the implants? Well, I think it's really a challenging case because probably the option here could be if mediolateral is right, the option is an allograft, a complete allograft. But really, the concerning situation is that you can fix as well as you would like in the distal site. So probably
even I never use it. Probably the mesh technique could be a solution here, but the new problem could be how to lowering this patella. So it's really challenging because if it was really an old man with no activity, could be the solution in arthrodesis. But right now, with 69 years old, active, probably one solution could be to change the implants and to perform a mesh technique, or trying to do in this situation. But the allograft, for me, I think it's going to be impossible in order to fix the distal bone, bone peg. Yeah. Moi, quand je regarde cette radio, je me dis d'abord pourquoi est-ce qu'il a rompu le système extenseur. Alors, il a rompu le système extenseur peut-être parce qu'on a utilisé des plateaux extrêmement épais et qu'on a allongé le segment osseux et prothétique. Et du coup, le système extenseur, il est trop court pour que le genou plie et il s'arrache l'insertion du tendon rotulien. Donc, peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire, mais pour moi, le raisonnement, c'est quand même d'éviter d'avoir ce polyéthylène aussi épais et donc de venir avec une prothèse à pivot rotatoire pour raccourcir cette distance. Et puis ensuite, il faut bien sûr reconstruire le système extenseur, mais je crains que si on reconstruit simplement le système extenseur, ça va encore tirer très fort sur l'allogreffe. Voilà. Peut-être pas sur le mesh graft. Moi, j'ai essayé la technique de Arlen Hansen et que tu as rapporté très bien. Dans mes mains, ça marche pas aussi bien que ça. Et j'étais très enthousiaste pour en faire et j'ai pas eu les mêmes succès. C'est pour ça que j'ai regardé la vidéo encore avec beaucoup d'intérêt. Mais même avec cette merveilleuse technique, je suis pas sûr qu'on peut... ça suffit. David, I will ask Matt for the final comment. David? Moi, je suis bien d'accord avec toi, Philippe. C'est-à-dire que cette prothèse, elle va pas. Elle est 10 fois trop épaisse. On a surcoupé le tibia. Il me semble voir un petit espace entre la partie externe. Donc, il y a certainement une composante de laxité aussi. Et plus toutes ces agrafes là, comme les Indiens ont attaqué, ils ont dû. Enfin, c'est ça qui a cassé le tendon rotulien. Donc, moi, je changerai la prothèse. Je ferai certainement une prothèse à charnière, mais je ferai faire ça dans un centre spécialisé où on fait une allogreffe du système extenseur parce que il faut associer ça certainement. Elvire? Je passerai en effet à la prothèse charnière associée. Je ferai un changement avec prothèse charnière pour toutes les raisons qu'on a entendues. Associée à une allogreffe d'appareil extenseur, prothèse charnière surtout parce que peut-être que ça passerait peut-être en CCK, mais de toute façon, ce patient il va être immobilisé 3 mois stricts et qu'on sait quand même que pour la récupération après de la flexion, c'est quand même mieux de faire une charnière. Et puis, ouais. Pas bien de choses à rajouter par rapport à ce qui était dit. Donc, tout le monde par contre, si, parce que dans les examens que tu avais mis, là, je ne demanderais pas d'une IRM, mais quand c'est des ruptures chroniques du quadriceps, je demande des IRM, parce que quelquefois, en fait, il n'y a vraiment plus rien pour greffer, et là, j'ai plus de solution. Dans ces ruptures chroniques hautes, là, j'ai pas de solution, par contre. Heureusement que c'est au niveau du tendon rotulien, mais voilà. Donc, l'IRM, je la demande quand c'est des ruptures au niveau du TQ. A question for Matt. When you have a fatty degeneration of the quadricep muscle, Matt, what do you complete like in shoulder, complete fatty degeneration of the quadriceps muscle, does it occur? Have you seen that? Yeah, it does occur. It's the most difficult situation. So a couple of things. This is the exact case that I took the technique that we were talking about and I modified it. My sense was a lot of times it was difficult to get the trough. It was difficult to get the tissue covered. It was difficult to navigate the patella or the patellar button. And that's why I've really promoted the patelectomy, utilizing the hinge, and placing the Marlix mesh in the canal. And this exact case highlights why I've made those 3 innovations and the need for the hinge. One, it's probably unstable because of the extensor mechanism, but it was probably unstable because how the implant was done as well. And so in this case, I would most certainly go to a rotating hinge.
I would place the Marlex mesh in the canal and do a reconstruction. And then you say, what happens if the quadriceps tendon is atrophied? Then what I do is I take the IT band and proximal tissue, so I may be halfway up the femur, and I will rotate it down and give myself some viable bleeding tissue on a pedicle. And occasionally, probably about 4 to 6 times per year, I'll actually rotate a gastroc flap on top of it and get some vascular tissue in the area if it's truly atrophied. But I think in this one, hinge, mesh in the canal, revise the components. Ok. Pour finir sur l'affection, on en a parlé. Considérons qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller vite. La contrainte, on en a parlé. Donc, on est parti sur ça. On a fait une allogreffe complète. Vous voyez que la fixation tibiale a été challenge. On a mis une charnière pour tout ce qui vient d'être expliqué. C'est hyper important pour protéger l'appareil extenseur. On a beaucoup appris de l'expérience de la maillot là-dessus. Si on n'augmente pas la contrainte, beaucoup de contraintes vont passer dans la greffe et ça va être potentiellement des échecs précoces. Donc c'est vrai qu'on n'hésite pas à passer sur une charnière rotatoire. Ça permet de restaurer l'interligne plus facilement. Ça évite des polyéthylènes trop gros, comme l'a souligné Philippe. Et dans ce cas-là, we went for the allograft, but maintenant, on a entendu un peu les aspects techniques avec le Marlex qui permettraient aussi probablement de gérer cette situation. Mais encore une fois, la charnière ici me paraît indispensable. Si on gère juste l'appareil extenseur, je pense qu'on allait dans le mur. Et vous avez vu, on est assez protecteur là-dessus. Un dernier mot, ouais. Yeah, the 3 or 2 months is it's an ongoing discussion about how much combien de temps est-ce qu'on les immobilise en extension, mais. J'ai 2 questions pour toi, s'il te plaît, pour mon information. Est-ce que là, le centre de rotation, il n'est pas trop postérieur avec ce type d'implant, celui-là? C'est-à-dire qu'au moment de la flexion, il n'y a pas trop de contraintes sur le système extenseur. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il faut toujours surfacer la rotule dans les allogreffes? Alors, pour la première question, c'est vrai qu'il y a les 2 options par rapport au centre de rotation. Celle-ci, elle a un centre qui est postérieur. C'est vrai que il y a les 2 analyses. Soit ça augmente la contrainte, soit il y en a qui disent que ça améliore les choses. J'avoue que là, j'ai pas de réponse. Et sur le resurfaçage, il y a 2 réponses. Si c'est un appareil extenseur qui est du bon côté, c'est pas obligatoire, mais c'est pas toujours possible. Si c'est un appareil extenseur qui est un genou gauche qu'on met à droite, là, il faut resurfacer, évidemment, et ça peut arriver. Donc, sinon, on a fait les 2. Peut-être que dans ce cas-là, c'était un appareil extenseur qui était controlatéral, c'est pas exclu. Matt, you have a final comment on this? Do you still do the 3 months or 2 months, with a brace? What's your post-op protocol? Yeah, that's a good question. So I'll make a comment real quick on the hinge. All of them are posterior, which I prefer for the mesh because it allows the mesh to come out anterior to the hinge and place the patellar tendon host tissue, dorsal and ventral. So that's another reason I actually prefer the hinge in this case, is because I can get more of an appropriate pull and closure of the reconstruction, whether it's a whole extensor mechanism or the mesh. I immobilize these patients for 3 months in a cast or a brace, preferably a cast. I change it every 2 to 3 weeks. And I'll tell you why I think it's important. It's not actually for anything related except for the fact that mitigating the hematoma, the fluid in the knee, and allowing the collagen scaffold of the Marlex mesh to allow the medialis and lateralis to heal. And I think if you don't get the tissue healing between the mesh, those are the ones that fail. But if you get the tissue covered the mesh and you immobilize it for 3 months and it scars and you get the collagen, then I think it's a best case scenario. So that's why I still immobilize them. Pour donner le fin mot de l'histoire et pour vous montrer qu'on discute des dossiers très compliqués et que même si on réfléchit beaucoup, ça marche pas toujours. Malheureusement, il s'est infecté derrière et il a une arthrodèse maintenant. Donc oui, même en cherchant, on gagne pas toujours. Voilà, je vous remercie.